Ma mère a porté un toast, c'est la fille dont je suis fier. Puis le serveur a lourdement posé la facture de 3450 $ devant moi. Ma sœur a simplement souri d'un air suffisant pendant que tout le monde attendait. Je me suis levé et je l'ai repoussé. Toute la salle est devenue silencieuse. Le salon privé du monarque sentait l'huile de truffe et l'argent discret. Ma sœur, Lorraine, était assise en bout de table, telle une reine sur son trône, son visage rayonnant sous la faible lumière ambrée. Elle célébrait ce qu'elle appelait le lancement de sa marque, une double page dans un magazine de mode de vie locale qui, insistait-elle, allait la rendre célèbre. Ma mère, Suzanne, s'est levée, tapotant sa fourchette contre sa flûte en cristal. Le silence s'est fait instantanément. À Lorraine, a-t-elle dit, la voix chargée d'une fierté théâtrale. À la personne la plus courageuse de cette famille, celle qui n'a pas peur de poursuivre les grands rêves. Tout le monde a applaudi. J'ai applaudi aussi, mes mains bougeant mécaniquement. Puis le serveur est arrivé. Il n'est pas allé voir ma mère. Il n'est pas allé voir mon père. Il s'est dirigé droit vers moi et a placé un lourd dossier en cuir à côté de mon verre d'eau. Je l'ai ouvert. 3450 $. J'ai fixé le nombre. Ce n'était pas seulement une facture. C'était une supposition. Ma mère s'est penchée, son haleine sentant le merlot coûteux. Les salaires des enseignants sont stables, ma chérie, a-t-elle murmuré, sa main tapotant mon bras. Soutiens ta sœur. C'est la moindre des choses que tu puisses faire. J'ai regardé sa main sur mon bras. Puis j'ai regardé le dossier. Je n'ai pas dit un mot. Je l'ai simplement refermé, j'ai posé le bout de mes doigts sur le cuir et je l'ai fait glisser sur la table jusqu'à ce qu'il heurte le pied de son verre de vin avec un tintement sec. Avant de vous dire ce que j'ai fait ensuite, je veux savoir. Laissez un commentaire et dites-moi d'où vous écoutez et quelle heure il est pour vous, en ce moment. J'adorerais voir qui fait partie de notre communauté ce soir. Le silence dans le restaurant a été instantané et total. Ce n'était pas le silence poli d'une pause dans la conversation. C'était le vide suffocant qui suit un coup de feu. Ma mère a fixé le dossier posé contre son verre de vin, son visage figé dans un masque de stupeur. La bouche de Lorraine était grande ouverte, ses yeux balayant la pièce pour voir qui regardait. Les invités, des investisseurs de second ordre, quelques blogueurs locaux, des amis d'amis, se sont agités sur leurs sièges, les yeux écarquillés. Je me suis levé. Mes jambes semblaient étrangement légères, comme si elles n'étaient pas tout à fait attachées au sol. J'ai regardé Lorraine, puis ma mère. Je pense que la marque devrait payer pour son lancement, ai-je dit. Ma voix était calme, stable, assez forte pour être entendue au fond de la pièce. Je n'ai pas attendu de réponse. J'ai tourné les talons et je me suis dirigé vers la sortie. Derrière moi, j'ai entendu le bruit d'une chaise qui raclait le chuchotement sifflant de ma mère, Madison, assieds-toi. J'ai continué à marcher. Je suis passé devant l'hôte, devant le vestiaire, et j'ai franchi les lourdes portes en chêne pour sortir dans l'air froid de la nuit. Le vent m'a frappé le visage, vif et mordant, et pour la première fois de la soirée, j'ai pris une grande inspiration. Mon fiancé, Jacob, était juste derrière moi. Il n'a pas dit un mot. Il m'a juste ouvert la portière de la voiture, la mâchoire serrée. Nous sommes montés et il a démarré le moteur. Le trajet du retour s'est fait en silence. Le seul son était le vrombissement des pneus sur la chaussée et le battement rythmé de mon propre pouls dans mes oreilles. Je regardais les lampadaires défiler par la fenêtre, attendant que la culpabilité me frappe. J'ai attendu la vague familière de panique, l'envie de m'excuser, le besoin désespéré de réparer le désordre que je venais de créer. Mais elle n'est pas venue. À la place, il y avait une étrange et froide clarté. J'ai regardé mes mains posées sur mes genoux. Elles ne tremblaient pas. Pendant des années, j'avais été celle qui arrangeait les choses, qui absorbait les chocs, qui payait le prix du confort de tous les autres. Ce soir, j'avais rendu l'addition, et le monde ne s'était pas écroulé. Le ciel n'était pas tombé. J'étais simplement assise dans une voiture, rentrant chez moi avec mon portefeuille toujours fermé. Jacob a tendu la main et a pris la mienne, la serrant fort. « Ça va ?» a-t-il demandé doucement. « Je ne sais pas » ai-je dit, ma voix semblant étrangère à mes propres oreilles. « Je crois que je viens de démissionner. »« Bien » a-t-il dit. Il était temps. Nous nous sommes garés dans notre allée et j'ai levé les yeux vers les fenêtres sombres de notre appartement. Il avait l'air paisible, sûr. À l'intérieur,
mon téléphone était probablement déjà en train de s'illuminer de notifications, une tempête numérique prenant de l'ampleur. Mais ici, dans le calme de la voiture, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis une décennie. J'avais l'impression de conduire enfin ma propre vie. J'ai déverrouillé la porte de notre appartement et je suis entré dans l'obscurité silencieuse du salon. Pendant des années, je m'étais convaincu que j'étais la forte, celle qui arrangeait tout, la fille responsable qui maintenait la famille unie pendant que tout le monde s'effondrait. Mais debout dans le couloir, enlevant mon manteau, j'ai réalisé que c'était un mensonge que je m'étais raconté pour survivre. Je n'étais pas une martyre. J'étais une joueuse. Il existe un concept en psychologie appelé le sophisme du joueur. La croyance erronée que si un événement se produit plus fréquemment que la normale pendant une certaine période, il se produira moins fréquemment à l'avenir, ou vice-versa. Dans les relations, cela se manifeste par la croyance que si vous mettez suffisamment de gentillesse, suffisamment d'argent, suffisamment d'efforts dans la machine, elle finira par payer. J'avais traité ma famille comme une machine à sous-truquer pendant une décennie. Je continuais à y mettre des pièces, convaincu que le jackpot d'amour et de validation était mathématiquement inévitable. J'ai pensé aux pièces que j'avais glissées dans cette fente. Les 3000 $ pour la thérapie de mon père quand il a eu sa crise de la quarantaine et a acheté une voiture de sport qu'il ne pouvait pas se permettre. Le dépôt de garantie pour le premier appartement de Lorraine en ville parce qu'elle n'avait pas d'historique de crédit. Les innombrables prêts pour des urgences qui n'étaient en réalité que les conséquences de leur propre mauvaise planification. Chaque fois que je payais, je me disais, c'est la dernière pièce. C'est celle qui leur fera me voir. C'est l'investissement qui rapportera enfin un retour de respect. Et parfois, la machine faisait clignoter quelques lumières, un texto de remerciement, un câlin à Noël, un moment où ma mère disait, je ne sais pas ce que nous ferions sans toi, Madison. Ces petits gains étaient juste suffisants pour que je reste à la poignée, tirant le levier encore et encore. Mais ce soir, en regardant cette facture dans le restaurant, j'ai réalisé que le jeu était truqué. La machine n'était pas cassée. Elle était conçue pour prendre. Elle n'allait jamais payer le jackpot que j'attendais. Je suis allé dans la cuisine et je me suis versé un verre d'eau. Mes mains étaient stables. Je n'attendais plus de gain. J'étais simplement à court de pièces. Je suis entré dans la chambre, le silence de l'appartement semblant lourd et chargé. Mon téléphone était sur la table de nuit, face contre table. Même de l'autre côté de la pièce, je pouvais l'entendre vibrer contre le bois. Ce n'était pas un doux bourdonnement. C'était un cliquetis frénétique et en colère. Je l'ai fixé un instant, l'écran illuminant la pièce sombre de flash spasmodiques. Je l'ai pris. Les notifications s'empilaient comme des briques. De Lorraine, es-tu folle? Tu m'as humilié devant des investisseurs. As-tu la moindre idée de l'image que ça donne? De papa, ta mère pleure dans la voiture. C'est mesquin, Madison, même pour toi. Maman avait laissé un message vocal. Je ne l'ai pas écouté, mais l'aperçu de la transcription était suffisant, je ne sais pas pour qui tu te prends, mais tu dois réparer ça maintenant. J'ai fait défiler les messages, mon pouce glissant vers le haut, encore et encore. Pas un seul ne demandait pourquoi. Pas un seul ne demandait si je pouvais me permettre la facture. Pas un seul ne demandait si j'allais bien. Ils ne s'inquiétaient pas pour moi. Ils s'inquiétaient de la perturbation de leur chaîne d'approvisionnement. Ils étaient en colère parce que le distributeur automatique avait avalé leur carte. C'était un barrage, un assaut synchronisé conçu pour submerger mes défenses, pour me faire battre en retraite dans les excuses et la soumission. Mais en lisant les mots, égoïste, dramatique, ruineuse, je n'ai pas ressenti le poids familier de la honte. J'ai ressenti quelque chose de plus froid. Je me sentais comme une scientifique observant un spécimen au microscope. Ce n'était pas de l'amour. Ce n'était même pas une famille. C'était une transaction qui avait mal tourné. Je me suis assise sur le bord du lit et j'ai ouvert mon ordinateur portable. La lumière bleue illuminait mon visage dans la pièce sombre. Je n'ai pas tapé de réponse. Je n'ai rappelé personne. À la place, j'ai ouvert une feuille de calcul vierge. S'ils voulaient parler de ce que je leur devais, très bien. Nous allions parler. Mais nous n'utiliserions pas la culpabilité comme monnaie d'échange. Nous utiliserions les mathématiques. J'ai fait craquer mes doigts et j'ai commencé à taper. Ce n'était plus une réaction émotionnelle. C'était un audit professionnel. J'ai fixé la feuille de calcul vierge, le curseur clignotant comme un battement de cœur.
Date, article, coût. J'ai commencé par les choses faciles. Le loyer du studio de Lorraine il y a 6 ans. Chèque numéro 45. 1200 $. La caution pour la conduite en état d'ivresse de papa. 5000 $. Les billets d'avion pour la pause de santé mentale de maman à Sedona. 800 $. Les chiffres s'additionnaient rapidement. Une colonne d'encre noire qui racontait l'histoire de ma propre stagnation financière. Mais en tapant, j'ai réalisé que l'argent n'était que la moitié de la dette. J'ai créé une nouvelle colonne et je l'ai intitulée « Le registre fantôme ». C'était pour les choses qui n'avaient pas de reçu mais qui m'avaient tout coûté. La nuit où j'ai manqué mon propre dîner d'anniversaire parce que Lorraine avait une crise de panique à propos d'une audition. Coût, un souvenir gâché. Le week-end que j'ai passé à nettoyer le garage de papa parce qu'il ne pouvait pas y faire face seul, pour le trouver en train de regarder le football à l'intérieur. Coût, 2 jours de ma vie. La fois où maman m'a dit que ma promotion était bien, mais a passé 40 minutes à parler de la nouvelle coupe de cheveux de Lorraine. Coût, mon estime de soi. J'ai tapé jusqu'à ce que mes doigts me fassent mal. J'ai listé chaque excuse ravalée, chaque limite ignorée, chaque fois que j'avais été le chauffeur désigné, la thérapeute, le punching ball émotionnel. Je construisais un bilan de chagrin. Et le total était stupéfiant. Je n'étais pas seulement dans le rouge. J'étais en faillite. À côté de moi, Jacob parcourait son téléphone. Et, a-t-il dit, la voix tendue. Regarde ça. Il a levé son écran. C'était la photo qu'il avait prise du reçu au restaurant. Il a zoomé sur la partie inférieure, après le steak et le vin. Là, en petits caractères, se trouvait une ligne que j'avais manquée dans ma rage. Acompte salle privée. Réservation événement futur. 1500 $. Je me suis figé. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, a-t-il dit. Mais c'est daté pour le mois prochain. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé le restaurant. Il était tard, mais le directeur a répondu. J'ai pris ma meilleure voix d'assistante de ma mère. Bonjour, j'appelle pour confirmer les détails de la compte sur le reçu Henderson de ce soir. Nous voulons juste nous assurer que la date est correcte pour la fête d'anniversaire. Le directeur a tapoté sur un clavier. Oui, madame. Le salon Toscane est réservé pour la célébration du 30e anniversaire de Suzanne et David le 15. L'acompte de 1500 $ garantit l'espace. J'ai raccroché. Ma main tremblait si fort que j'ai failli laisser tomber le téléphone. La fête du 30e anniversaire. Celle que maman m'avait dit être annulée. Celle pour laquelle elle disait qu'il n'avait pas les moyens cette année. Ils ne l'annulaient pas. Ils la réservaient. Et ils utilisaient mon argent. L'argent que j'étais censé payer pour le dîner de Lorraine, pour garantir le lieu d'une fête à laquelle je n'étais même pas invité. J'ai regardé Jacob. Ils n'ont pas demandé à venir. Ils l'ont annoncé. Dimanche après-midi. Mon téléphone a vibré avec un texto de mon père. Nous sommes en bas. Ouvre-nous. Nous devons régler ça. J'ai regardé Jacob. Il se tenait près du comptoir de la cuisine, les bras croisés, l'air prêt à se battre. Tu veux que je reste? A-t-il demandé. Non, ai-je dit. Reste dans la chambre. Je dois faire ça seul. J'avais besoin qu'il voie que ma force ne venait pas de lui. Elle venait de moi. Je les ai fait entrer. Quand j'ai ouvert la porte, le couloir a semblé rétrécir. Mon père est entré le premier, remplissant l'espace de sa présence lourde et déçue. Maman a suivi, serrant son sac à main comme une arme. Lorraine fermait la marche, portant d'immenses lunettes de soleil à l'intérieur, probablement pour cacher des yeux gonflés par des pleurs de comédie. Ils n'ont pas enlevé leur manteau. Ils n'ont pas dit bonjour. Ils ont marché dans mon salon et se sont appropriés l'espace comme s'ils en détenaient le titre de propriété. Assieds-toi, a dit mon père. Pas une question, un ordre. Je me suis assise dans le fauteuil en face du canapé. J'ai placé le dossier en manille que j'avais préparé sur la table basse entre nous. À l'intérieur se trouvaient les feuilles de calcul, les relevés bancaires et la photo agrandie du reçu avec la compte pour l'Italie entourée au marqueur rouge. J'ai posé ma main dessus. Nous allons repartir à zéro, a commencé ma mère, la voix tendue et contrôlée. Elle s'est assise sur le bord du canapé, la posture rigide. Tu as perdu ton chemin, Madison.
Mardi soir était une honte. Tu as embarrassé ta sœur. Tu as manqué de respect à ton père. Et tu as fait une scène dont les gens parlent encore. Je n'ai jamais été aussi humilié, a ajouté Lorraine, sa voix se brisant parfaitement à point. Mes investisseurs me demandaient si nous étions financièrement instables. Sais-tu à quel point il est difficile d'obtenir des financements quand ta propre sœur sous-entend que tu es un cas social? Nous sommes prêts à passer outre, a interrompu papa, levant une main pour faire taire Lorraine. Il m'a regardé avec ce mélange familier de sévérité et de pitié. Nous savons que tu as été sous pression. Peut-être que tu es jalouse du succès de Lorraine. Peut-être que tu te sens laissé pour compte. Nous te pardonnons pour cela, mais tu dois t'excuser. Tu dois payer la facture que tu as laissée en plan, et tu dois arranger les choses. Je les ai regardées. Vraiment regardées. Pendant des années, ce tribunal m'aurait terrifié. J'aurais pleuré, les suppliant de comprendre, désespéré de prouver que je n'étais pas la méchante. Mais aujourd'hui, la peur avait disparu. À sa place, il y avait le détachement froid d'un auditeur examinant les livres d'une entreprise en faillite. Il n'était pas ma famille à ce moment-là. C'était de mauvais investissements essayant d'obtenir une nouvelle levée de fonds. « Avez-vous fini ?» ai-je demandé. Ma voix était douce, plate. « Nous aurons fini quand tu t'excuseras », a claqué maman. Je ne me suis pas excusé. Je n'ai pas crié. J'ai juste tapoté du doigt sur le dossier en manille. Je ne suis pas ici pour m'excuser, ai-je dit. Je suis ici pour examiner les comptes. L'atmosphère dans la pièce a changé. Ils l'ont senti, une chute de pression. La prise de conscience soudaine que le scénario qu'ils avaient écrit pour moi n'était pas celui que je lisais. Ils pensaient être là pour discipliner une enfant rebelle. Ils ne réalisaient pas qu'ils étaient assis en face d'une créancière qui était sur le point de réclamer son dû. J'ai ouvert le dossier en manille. Le bruit du papier glissant sur la table basse était le seul son dans la pièce. Je l'ai pris. L'image agrandie du reçu. Je ne les ai pas regardés. J'ai regardé les chiffres. Article 1, ai-je lu à voix haute, ma voix dénuée d'inflexion. Entrecôte maturée à sec, à point, 85 $. Article 2, bouteille de Veuve Clicquot, 4 cents $. Article 3, frites à la truffe, 18 $. Madison, arrête ça, a sifflé ma mère en se penchant en avant. Tu es ridicule. Je n'ai pas arrêté. J'ai fait glisser mon doigt vers la dernière ligne, celle entourée d'encre rouge. Article 4, ai-je continué, levant les yeux pour croiser les siens. Acompte salle privée. Réservation événement futur. 1500 $. J'ai fait une pause, laissant les mots flotter dans l'air comme de la fumée. J'ai appelé le restaurant, maman. Ils ont confirmé la réservation. Le salon Toscane pour votre fête du 30e anniversaire le mois prochain. Celle que tu m'as dit être annulée parce que vous étiez trop fauché pour la célébrer. La couleur a quitté le visage de ma mère. Mon père s'est agité, mal à l'aise, trouvant soudain le motif du tapis fascinant. Lorraine a cessé de faire semblant de pleurer et a regardé ses parents, confuse. Vous aviez dit que vous ne faisiez pas de fête, a-t-elle dit. Nous ne voulions pas te surcharger, a balbutié ma mère, ses yeux allant de moi à Lorraine. Nous savions que tu étais stressé par l'argent, Madison. Nous ne voulions pas que tu te sentes obligé d'acheter un cadeau. Obligé, ai-je laissé échapper un rire court et sec. Vous ne vouliez pas que je me sente obligé, alors vous avez simplement utilisé ma carte de crédit pour réserver le lieu. J'ai pris la deuxième pile de papier, la feuille de calcul. Le registre fantôme. Je l'ai étalé sur la table. Il faisait 5 pages, à simple interligne. Ceci, ai-je dit en montrant les colonnes, est un audit des 5 dernières années. Le loyer de Lorraine en 2019. Les frais d'avocat pour la conduite en état d'ivresse de papa. Les voyages de santé mentale de maman. La facture de téléphone que je paie depuis que j'ai 22 ans. Les services de streaming que vous utilisez tous mais que vous ne payez pas, j'ai regardé mon père. Tu m'as traité de mesquine. Tu as dit que je ruinais la dynamique familiale. J'ai tapoté le total au bas de la dernière page. 42 350 $. C'est ce que j'ai versé dans cette famille au cours des 5 dernières années. C'est un acompte pour une maison. C'est un mariage. C'est mon avenir liquidé pour subventionner vos styles de vie. Le visage de mon père est devenu rouge.
Nous t'avons élevé. Tu nous dois bien ça. Je ne vous dois rien. Le volume de ma voix n'a pas augmenté, mais l'intensité si. Elle a tranché sa fanfaronnade comme un couteau. J'ai réalisé quelque chose ce soir. Je ne suis pas une fille pour vous. Je ne l'ai jamais été. Je suis une investisseuse en capital risque. Je suis l'associée silencieuse que vous allez voir quand vous avez besoin d'un sauvetage, mais à qui vous ne voulez céder aucune part. Je me suis levé, les dominant alors qu'ils étaient assis sur mes meubles de seconde main. Et j'ai décidé que c'est un mauvais investissement. Je retire mon financement. J'ai montré la porte. Sortez. Madison, a plaidé ma mère en se levant, tendant la main vers la mienne. Parlons-en. Nous pouvons établir un plan de paiement. J'ai retiré ma main comme si elle m'avait brûlé. Il n'y a pas de plan de paiement. Le compte est clos. Sortez de ma maison et laissez votre clé sur la table. Si vous essayez de l'utiliser à nouveau, je changerai les serrures. Si vous me harcelez, j'apporterai cette feuille de calcul au tribunal des petites créances. J'ai fini d'acheter votre amour. Ils m'ont regardé, vraiment regardé, et ont réalisé que la banque était fermée. Il n'y avait plus de prêt à obtenir. Lentement, silencieusement, mon père s'est levé. Il a posé sa clé sur la table basse, à côté de la preuve de sa cupidité. Il n'a pas regardé en arrière. Ils sont sortis un par un, la porte se refermant derrière eux avec un bruit sec et définitif qui a résonné jusque dans mes os. Les feuilles devant la fenêtre de mon appartement sont passées du vert à l'or, puis au brun. Cela fait 3 mois depuis l'audit. Mon téléphone est posé sur la table basse, l'écran noir, silencieux. Pendant des années, ce silence m'aurait terrifié. Il aurait semblé être une punition, comme le calme avant une tempête de culpabilisation et d'exigence. Mais maintenant, le silence semble différent. Il ressemble à un reçu pour une dette entièrement payée. Il ressemble à la paix. J'ai ouvert mon application bancaire ce matin. Les chiffres étaient plus élevés que je ne les avais jamais vus. Le drainage mensuel, les factures de téléphone, les services de streaming, les prêts d'urgence qui ne revenaient jamais, tout cela avait cessé. Les 42 000 $ que j'aurais perdus au cours des 5 prochaines années restent ici. Je me suis tourné vers Jacob, qui préparait du café dans la cuisine. Réserve, ai-je dit. Nous n'allons pas en Italie. Nous n'allons pas là où ma mère voulait jouer sa fantaisie d'une famille parfaite. Nous allons à Tokyo parce que c'est là que je veux aller. Et pour la première fois de ma vie, mes ressources financent mes propres désirs, pas les illusions de quelqu'un d'autre. Je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert l'ordinateur portable une dernière fois. J'ai regardé la feuille de calcul, le registre fantôme. Ce n'était plus une source de colère. C'était juste des données, des archives historiques d'une entreprise commerciale qui a échoué. J'ai déplacé le fichier dans le dossier des archives et j'ai cliqué sur Fermer. L'écran est devenu noir, reflétant mon propre visage. J'avais l'air fatigué, oui, mais j'avais aussi l'air libre. J'ai alors réalisé que le coût de ma liberté était élevé. J'ai perdu une mère, un père et une sœur. J'ai perdu l'illusion d'un filet de sécurité. Mais en regardant mon salon calme et paisible, sachant que personne ne viendrait troubler mon sanctuaire, je savais que le prix à payer pour rester aurait été plus élevé. Le compte est clos. Le solde est à 0, et je suis enfin dans le vert. Si vous vous êtes déjà senti comme un distributeur automatique pour des gens qui vous traitent comme un étranger, partagez cette histoire. Vous n'êtes pas une banque, et vous ne devez votre tranquillité à personne. Abonnez-vous pour plus d'histoires sur la libération.